exercer. En Corse, après les assassinats de ressortissants nord-africains, le secrétaire d'État chargé des immigrés s'est rendu dans l'île pour examiner les problèmes que pose la présence importante d'une population étrangère. Un reportage de FR3 Ajaccio. Maintenant, j'ai cru comprendre à travers les observations qui ont été faites aujourd'hui qu'il y avait un problème de logement assez important que nous étions en train de régler et qui nécessitait bien sûr des mesures urgentes et que nous ne manquerions pas de prendre. Est-ce que vous pensez que la population immigrée en Corse est rejetée encore plus particulièrement que dans les autres départements? Oh, j'ai pas l'impression. Je crois au contraire que si on met entre parenthèses ce qui vient de se passer, que au contraire la cohabitation se faisait dans des conditions très harmonieuses et que j'ai été très surpris par les événements dramatiques de ces derniers jours, que je condamne bien sûr parce qu'il s'agit là manifestement, d'après les premiers éléments de l'enquête, d'un attentat raciste et je le condamne comme le condamnent certainement tous les habitants de la Corse qui sont connus pour leur tradition de générosité et d'accueil. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une des premières mesures à prendre, c'est de limiter les entrées sur le département de Corse? Ah mais non seulement cette mesure est à prendre, mais elle a déjà été prise. Vous savez que le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale au mois de juillet 81, a indiqué que la France ne pouvait plus accueillir de nouveaux travailleurs étrangers, que par conséquent les frontières étaient fermées et que de ce point de vue-là, la Corse est un département français, que par conséquent il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Maintenant, j'ai cru comprendre à travers les observations qui ont été faites aujourd'hui qu'il y avait un problème de logement assez important que nous étions en train de régler et qui nécessitait bien sûr des mesures urgentes et que nous ne manquerions pas de prendre. Est-ce que vous pensez que la population immigrée en Corse est rejetée encore plus particulièrement que dans les autres départements? Oh, j'ai pas l'impression. Je crois au contraire que si on met entre parenthèses ce qui vient de se passer, que au contraire la cohabitation se faisait dans des conditions très harmonieuses et que j'ai été très surpris par les événements dramatiques de ces derniers jours, que je condamne bien sûr parce qu'il s'agit là manifestement, d'après les premiers éléments de l'enquête, d'un attentat raciste et je le condamne comme le condamnent certainement tous les habitants de la Corse qui sont connus pour leur tradition de générosité et d'accueil. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une des premières mesures à prendre, c'est de limiter les entrées sur le département de Corse? Ah mais non seulement cette mesure est à prendre, mais elle a déjà été prise. Vous savez que le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale au mois de juillet 81, a indiqué que la France ne pouvait plus accueillir de nouveaux travailleurs étrangers, que par conséquent les frontières étaient fermées et que de ce point de vue-là, la Corse est un département français, que par conséquent il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Calvi, c'est une ville touristique en été, mais toute l'année, c'est une ville de garnison. Les militaires, ce sont les légionnaires du 2e REP cantonnés au camp Rafali, au maximum 1200 hommes. L'on dit souvent des choses sur la Légion, mais ce n'était jusqu'à présent que des rumeurs. Depuis hier, ce ne sont plus des rumeurs, mais des déclarations. 3 légionnaires parlent pour la première fois. Jean-Jacques Magès, 26 ans, caporal. C'est assez difficile à expliquer, mais je reviendrai à cette chose choquante. J'y avais pensé, moi, en voyant les mois s'écouler, les derniers mois qui me restent à faire au sein de la Légion étrangère s'écouler. Je me suis dit, ce n'est pas possible que toi, un réfractaire qui ne partage pas les idées du commandement dans la Légion étrangère, puisse finir ta carrière paisiblement dans ton petit coin sans rien dire, en voyant ce que tu vois quotidiennement.
Et le déclic a été l'affaire du caporal Hubert qui s'est fait tabasser suite à une dénonciation à cause d'une lettre qu'il avait l'intention d'envoyer à son frère. Patrick Hubert, 26 ans, caporal. Il a écrit à ses parents pour dire qu'il n'était pas bien à la Légion. On a trouvé sa lettre. Puis j'étais le nez contre le mur au garde à vous. Ça, je peux le répéter, de toute façon, c'est pas important. Le nez au garde à vous, et après, ensuite, bon, à 3 dans le bureau, il y en a un qui m'a cogné dessus, mais enfin à 3, on peut rien faire. Un qui m'a cogné dessus, sans autre explication. À partir de cette lettre. À partir de cette lettre. Paul Duroc, 21 ans, caporal. J'ai fait moi aussi une demande de résiliation de contrat, qui est montée au niveau chef de section. Ça n'est jamais monté plus haut, pas parce que je n'ai pas insisté, puisque j'ai tout fait, enfin je pense avoir fait le maximum qui était un maximum de mes possibilités. Par la voie hiérarchique. Par la voie hiérarchique. Mais j'étais complètement bloqué au niveau d'un chef de section, qui n'a rien voulu savoir. Bon, c'est redescendu au niveau des caporaux. J'étais catalogué comme un élément douteux, alors que je suis parti d'Aubagne avec d'excellentes notes, susceptible de faire un futur responsable au sein de la Légion étrangère. Bon, il s'avère que ça ne m'a pas plu. Je m'en suis rendu compte au bout de 4 jours. Qu'est-ce que vous appelez sévices physiques? Ben, j'ai vu plusieurs de mes camarades d'instruction ramasser des baffes, des coups de poing ou simplement, en toute simplicité, des passages à tabac pour, par exemple, une armoire mal rangée. Ce qui m'est arrivé effectivement en 1978, au mois de juillet, quand j'étais à Calvi. Qu'est-ce que vous voudriez pour que ça change, comme vous dites? Personnellement, moi, je voudrais obtenir une entrevue avec une très haute personnalité de l'État, parce que la hiérarchie, ça ne sert qu'à mettre des bâtons dans les roues. J'ai écrit une lettre à l'état-major particulier de l'Élysée. La lettre est bien arrivée, j'ai téléphoné, j'ai eu confirmation de l'arrivée de la lettre. Mais ceux qui ont reçu la lettre m'ont dit qu'ils ne pouvaient absolument rien faire pour des questions d'ordre hiérarchique, qu'il fallait passer par la hiérarchie militaire. Évidemment, pour des raisons évidentes, je ne peux pas passer par la hiérarchie militaire. Alors la lettre est restée morte. Le centre hospitalier d'Ajaccio a longtemps assuré des prestations insuffisantes et incomplètes. Ses finalités en 1982 ne peuvent plus être celles de 1959, date de sa création. Les responsables du centre l'ont très bien compris, ils n'ont pas voulu rester isolés et ont recherché le développement de secteurs originaux. C'est ainsi qu'a été mis en place en 1975 le service d'hémodialyse, une réalisation sanitaire qui s'est faite contre vents et marées. Ils étaient nombreux en effet à s'opposer à son ouverture et à son fonctionnement. Une attitude dépassée aujourd'hui lorsque l'on sait que les insuffisants rénaux chroniques, traduisez les malades qui ne peuvent vivre sans le rein artificiel duquel ils sont dépendants, sont au nombre de 8 000 en France pour 42 000 en Europe. Premièrement, ça évite aux malades résidant en Corse de devoir se rendre 3 fois par semaine sur le continent pour y subir leur traitement. Et deuxièmement, ça permet d'accueillir dans l'île les Corses du continent qui rentrent pendant leurs vacances. Et ensuite d'accueillir un certain nombre de vacanciers du continent ou même étrangers qui souhaitent venir en Corse passer 15 jours ou un mois. En chiffres, combien de patients sont-ils concernés par ce service ? Bien, actuellement, on peut dire que nous traitons 25 résidents corses et pendant la période estivale, environ 48 résidents plus vacanciers qui restent en moyenne 15 jours, 3 semaines. Ce service est-il suffisamment bien étoffé en matériel et en personnel pour répondre à la demande? Pour ce qui est des vacanciers, nous sommes toujours pleins les mois de juillet et août. Et peut-être qu'une extension serait souhaitable, mais ça nécessiterait un surcroît de personnel, un surcroît de matériel, enfin d'autres conditions qui ne sont pas réalisées actuellement.
C'est le 14, Arles. 14. Oui. Monsieur le ministre, il y a environ de cela 6 mois, sur le Belém, avec Monsieur Le Pinsec et Paul Guimard, vous avez énoncé les grandes lignes de la politique que vous comptiez suivre dans le domaine culturel et s'agissant de la mer. Alors, depuis ces 6 mois, est-ce que les choses ont progressé? Notamment, je pense à tout ce qui approche la Méditerranée. Pas seulement la Méditerranée. Comme nous avons la chance, habitant le territoire français, d'être baignés par 2 grandes mers, la Méditerranée est l'une de ces 2 grandes mers. Et en effet, récemment, nous avons réuni, non pas en France, mais sur une petite île grecque, à Hydra, à l'initiative du gouvernement grec et du gouvernement français, des créateurs, des artistes de 20 pays de la Méditerranée, invitant tous ces créateurs à réfléchir sur ce que pourrait être, dans un avenir plus ou moins proche, la création d'une véritable communauté culturelle de la Méditerranée. La mer commune, comme on dit, a été, disons, foyer de civilisation et de culture. Et la question qui était posée était de savoir si, dans cette période de nivellement et de rabotage des cultures, une alliance entre les créateurs et artistes de la mer Méditerranée pouvait constituer un contrepoids à ce nivellement. Et puis, il y avait aussi une préoccupation politique, essayer d'établir des liens entre des hommes de culture qui sont habituellement séparés par les frontières ou par des conflits. Et je pense en particulier à la présence à Hydra d'intellectuels israéliens, d'intellectuels palestiniens qui ont pu, côte à côte, ensemble travailler pendant 3 jours et proposer une solution commune, une solution de reconnaissance mutuelle du droit des Palestiniens et du droit des Israéliens. Voilà, si vous voulez, une série de questions posées à Hydra. Mais cette réunion n'était pas sans lendemain. Dans quelques jours, dans le Languedoc-Roussillon et en Provence-Côte d'Azur, de nouvelles réunions vont avoir lieu, dans un cadre beaucoup plus large, sur les rapports culturels nord-sud, sur la base du discours prononcé à Mexico par François Mitterrand, établir des rapports plus justes entre les pays du Nord et les pays du Sud, pas seulement sur le plan économique, mais sur le plan culturel aussi. Et Jérôme Savary et le Théâtre de la Méditerranée réunissent pendant plusieurs jours des écrivains, des cinéastes, des chanteurs de différents pays. Et cela se terminera, je crois, le 14 juin par un très grand spectacle dans les arènes d'Arles, conçu par Béjart et associant des artistes, des danseurs et des musiciens de tous les pays de la Méditerranée. Alors on n'a pas choisi Nîmes, bien que Madame Georgina Dufoy ne soit pas là.